Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Alors, c'est une émission très spéciale que nous allons vous proposer aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de la médiation ? Alors, le terme vous dit sans doute quelque chose, mais est-ce que vous saviez que cette pratique à laquelle on peut avoir recours aisément permet de pacifier un conflit et parfois de pouvoir éviter de faire appel à la justice ? Eh bien, peut-être pas. Alors, restez avec nous car justement, du 9 au 16 octobre, c'est la semaine internationale de la médiation. Et à cette occasion, nous recevons les membres du Centre de médiation régional, le CMR 35, pour tout comprendre de cette pratique. Et si la médiation était la solution, une émission qui vous est proposée par TVR et le CMR 35. Bonjour Marie-Noëlle Meunier, bonjour Jean-Louis Bernard et bonjour Alban Mécari. Bonjour. Vous allez ouvrir le banc de cette émission tous les trois et on va commencer peut-être pour nos téléspectateurs par poser le contexte et poser quelques définitions parce qu'on parle de ce terme de médiation depuis le début de cette émission et vous allez nous en donner la définition, Jean-Louis Bernard. Oui, alors dans une première approche, je dirais que la médiation est un mode amiable de résolution des différends. Pour compléter, j'ajoute que la médiation est un procédé volontaire, confidentiel, structuré, et qui implique l'entière coopération des parties. Sans la coopération des parties, la médiation devient très difficile. D'accord. Pour compléter, j'ajoute que la médiation peut être conventionnelle, c'est-à-dire décidée par les parties pour éviter un procès. Et elle peut être judiciaire, donc décidée par les parties en cours de procédure et souvent suggérée par le juge pour permettre aux parties de trouver une solution aux problèmes qui les opposent. La médiation, c'est cela, permettre aux parties de trouver elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, avec l'aide d'un tiers qui est le médiateur, une solution aux problèmes qui les opposent et d'être ainsi pleinement les acteurs de la décision qui soit prise pour régler leurs différends. Ça permet de remettre les parties autour de la table. Absolument. Ça permet aux parties de se remettre autour de la table, de discuter, de s'entendre et de se comprendre. Et la médiation, il faut le souligner, permet d'aboutir à une solution pacifiée, mais dans 75% des cas qui nous sont soumis. Quand même. Mais oui, absolument. Et alors, le paradoxe, c'est que la médiation est largement méconnue en France, où, en cas de conflit, le premier réflexe, d'avoir recours aux tribunaux. Ce qui n'est pas un mal en soi. Oui, bien sûr. Mais ce qui prend du temps. Mais ce qui prend du temps. Alors, qui dit médiation, dit forcément médiateur et médiatrice. Et là, je me tourne vers vous, Marie-Noëlle Meunier. Quel est leur rôle et qui sont-ils, ces médiateurs ? Alors, le rôle du médiateur, on va dire que sa définition est dans la loi. On nous dit que c'est un tiers, neutre, impartial et indépendant. Alors, on pourrait considérer que tous ces qualificatifs se recoupent un petit peu, mais ça veut surtout dire que le médiateur, il est extérieur aux parties. Pour lui, il n'y a pas d'enjeu dans la médiation, au sens où il ne connaît pas les personnes, il n'est pas leur conseil, c'est vraiment un tiers, et il va être là pour leur permettre de se parler, de s'écouter et de se parler. C'est-à-dire qu'on dit que le médiateur va être un facilitateur. Certains parlent d'accouchement en disant qu'il va les aider à exprimer leurs émotions, leurs besoins, puisque pour qu'on trouve une solution, il va falloir d'abord qu'on mette, j'ai envie de dire, tout sur la table. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a différentes phases dans la médiation, mais l'important, c'est qu'on puisse exprimer ce que l'on ressent. Et le rôle du médiateur est, à travers ces principes de neutralité, d'impartialité, il va être garant du bon déroulement de la médiation. Puisque, contrairement à un juge, il ne va pas donner d'avis. Il va être juste là pour permettre aux personnes de dire, voilà, pour moi, compte tenu de mon histoire, compte tenu de ce que je veux faire
de ma vie, c'est ça la meilleure solution. Donc le médiateur, pas il dans va le être jugement en tout cas. il va alors jamais ni dans le jugement, ni dans le préjugé, ni quoi que ce soit. C'est l'histoire des parties, c'est l'histoire de ce qu'on appelle les médiés, qui ont décidé volontairement, comme on le disait tout à l'heure, de venir vers la médiation. Et donc, grâce à des outils que sont la reformulation, l'écoute, le questionnement, pour permettre à chacun d'aller plus loin dans ce qu'il peut exprimer, c'est lui qui va être garant du bon déroulement de la médiation. Et quand on parlait de qui sont-ils, ces médiateurs, il faut préciser qu'on n'est pas forcément médiateur à plein temps. Tout à fait. Ce n'est pas le cas en tout cas au CMR 35. Voilà, au CMR 35, vous n'avez aucun médiateur qui est médiateur à plein temps. Tout le monde a une autre profession. Par exemple, vous êtes avocate. Moi, je suis avocate. Voilà. Albin, vous êtes... Moi, je suis responsable des ressources humaines. D'accord. Et puis vous Avocat honoraire. Voilà, très bien. Est-ce que, Albin, vous pouvez nous expliquer quels sont les avantages de la médiation par rapport à un procès, notamment ? Oui, alors les avantages de la médiation, ils sont nombreux. Alors sur la forme, d'abord, c'est la maîtrise en fait, du conflit, la maîtrise du litige qui est importante. La première chose, c'est la maîtrise du temps. Et souvent, quand on a un litige, on n'a pas envie que ça dure des mois, des années. Et la médiation présente l'avantage de proposer une solution en moyenne en 2-3 mois. C'est aussi un avantage par la simplicité de la mise en œuvre de cette solution, puisqu'il s'agit simplement d'une signature d'une convention entre les parties et le médiateur. La maîtrise, elle passe aussi par la maîtrise des coûts, puisque grâce à la médiation, on a à la fois une transparence sur les prix. On y reviendra peut-être, mais avec le CMR 35, les médiateurs s'engagent à une tarification qui est modérée. Et puis, enfin, ça l'a déjà été dit, mais c'est la confidentialité du litige. Et ça, c'est un point majeur et essentiel pour certains litiges. Sur le fond, c'est aussi le moyen de traiter le conflit en profondeur. Et ça, c'est une vraie différence pour certaines relations qui pourraient perdurer dans le temps. Et on pense par exemple aux relations familiales, entreprises, dans le milieu associatif ou avec les clients et leurs fournisseurs. Voilà. Et donc la médiation va permettre de trouver une adhésion à 100% des parties sur une solution commune. Ouais, une solution pérenne du coup dans le temps. Vous êtes tous les trois membres du CMR 35, ce fameux centre de médiation régional qui compte 40 médiateurs et médiatrices. Pourquoi un regroupement en association, Marie-Noëlle? Quelles sont les particularités du CMR 35? Alors, le CMR 35 existe depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et comme vous le dites justement, c'est un peu plus de 40 médiateurs qui aujourd'hui sont tous des médiateurs formés. Alors, tous ont une formation reconnue au niveau national, formation initiale, et tous s'engagent chaque année à suivre au minimum 20 heures de formation sur la médiation, sur les outils de la médiation, et aussi sur des partages d'analyse de pratique. Ça, c'est important, et nous nous retrouvons régulièrement pour ces échanges. Ce sont des médiateurs, vous l'avez tout à l'heure souligné, de milieux, on va dire, professionnels différents. Il y a des avocats, il y a des DRH, nous avons des médecins, nous avons un huissier, nous avons des coachs, nous avons des chefs d'entreprise, des commerçants, donc d'activités variées. Et ce qui est très enrichissant parce que sur tout sujet, quelqu'un connaît le sujet et peut apporter des éléments dans la réflexion. Un point fort du CMR 35, c'est la comédiation. C'est-à-dire que pour les sujets les plus importants, il y a 2 médiateurs qui interviennent, et d'ailleurs pour le même coût financier pour les parties. Et c'est un plus à la fois pour les parties et pour les médiateurs qui peuvent échanger entre eux. Le CMR a aussi cette intelligence de travailler, de faire parler de la médiation, d'essayer de diffuser cette pratique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un des partenaires du centre de médiation que vous avez récemment intégré. Et je vais demander à Vanessa Gouriou-Bardot de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Vanessa, Bonjour. Vous êtes responsable du service protection juridique chez Groupama Loire-Bretagne. Alors, comment l'idée d'avoir recours à la médiation est-elle arrivée chez Groupama Loire-Bretagne? Alors, Groupama
a toujours été un acteur qui veut innover et innover pour satisfaire ses clients. Et en soi, la médiation est un outil qui permet clairement de satisfaire ses clients. De manière concrète, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment, justement, enfin, quel aspect et quel secteur d'activité est concerné chez GLB pour cette partie de médiation? Alors nous, on travaille sur 3 domaines principalement. Ce sont le droit du travail, le droit des successions et également les litiges de voisins. D'accord. C'est quoi l'avantage de faire appel à des médiateurs? Alors, la médiation a beaucoup d'avantages. Ça a été relaté préalablement. La notion de délai, naturellement. On passe de quelques années à quelques mois. C'est pas anodin. La notion de coût, ça a également été indiqué. Et également la notion de charge émotionnelle. On ne peut pas effectivement penser effectivement que ce type de litige géré entre quelques années et quelques mois, la charge émotionnelle pour l'assuré n'a absolument rien à voir. Si on revient de manière concrète, c'est-à-dire que vous, dans le cadre des assurés que vous couvrez, Oui. vous faites parfois appel à de la médiation pour régler ces fameux conflits qu'il peut y avoir, c'est ça? Tout à fait, de façon très concrète, on peut très bien faire appel à la médiation dans le cadre de problématiques de dommages à un bardage, par exemple, de problématiques avec des arbres coupés par le voisin ou déracinés. Donc c'est vraiment des problématiques de tous les jours. Le service, c'est le service protection juridique qui est vraiment concerné chez Groupama par Alors cette... aujourd'hui, oui, effectivement, c'est une première étape. Maintenant, nous souhaitons, avec Groupama, utiliser cette méthode dans d'autres services, les services automobiles, construction et encore d'autres. J'imagine qu'il a fallu, on va dire, accoutumer les collaborateurs à cette nouvelle méthode. Comment vous y prenez? Alors concrètement, on a déjà au sein de notre équipe une collaboratrice qui a un diplôme universitaire dans ce domaine et qui accompagne et accompagnera encore les collaborateurs dans ce domaine, puisqu'effectivement, c'est une nouvelle posture que doivent avoir les juristes aujourd'hui. Et en ça, c'est un accompagnement de tous les jours et un accompagnement qui va également perdurer avec cette collaboratrice, mais également avec le CMR 35, qui nous propose une collaboration étroite et pratico-pratique dans les années à venir. Et justement, comment ça va se matérialiser, cette collaboration avec le CMR? Alors avec le CMR, ils vont nous inviter tout simplement à des sessions de médiation pour que nous vivions avec eux ces séances. D'accord, Voilà. c'est très concret. On le disait, c'est assez récent finalement dans l'entreprise, puisque les réflexions ont démarré en 2017. Exactement. Nous avons mis en place un pilote en 2017. Et ensuite, en 2019, la pratique s'est un peu plus généralisée jusqu'à l'aboutissement d'une convention avec le CMR 35. Quelle montée en puissance est prévue de ce dispositif? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas forcément de visibilité là-dessus. C'est une pratique quand même naissante. Et on sait aujourd'hui que les juristes, certes, commencent à être acculturés, mais il faut également que les clients s'y acculturent et la société avec un grand S également. Merci beaucoup Vanessa Gouriou-Bardot pour ces explications. Alors on l'a compris, ce qu'on vient chercher auprès du CMR 35, c'est cette compétence des médiateurs, vous le disiez, une compétence acquise, Marie-Noëlle le disait, à travers une formation initiale, mais aussi à travers de la formation continue, 20 heures annuelles, c'est ça? 20 heures par an, oui, tout à 20 fait, heures minimum. par an. Et voilà, et vous parliez des analyses de pratique, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage qui est dédié à cette analyse de pratique. Bon, bienvenue dans cette analyse de pratique. Vous en connaissez les règles. Les séances d'analyse de pratique sont essentielles entre médiateurs. Organisées par le CMR 35, c'est à cette occasion qu'ils peuvent partager et échanger dans un cadre évidemment confidentiel leurs difficultés et leurs réussites. L'objectif, améliorer de manière collective leur pratique de la médiation. Globalement, je vais vous rappeler quand même le cadre de cette analyse de pratique. 2 éléments qui sont importants. C'est l'autre est différent, c'est ce qu'on appelle l'altérité. Et puis la capacité à dire ce que vous avez à dire librement. Parce que les personnes s'engagent aussi à respecter ce cadre. C'est, si vous voulez, une forme de contrat qu'on passe, parce que la médiation, ça n'est pas une simple discussion autour d'une table. Les réunions d'analyse de pratique, effectivement, on essaie, dans le cadre du CMR 35, d'en organiser régulièrement pour que nos médiateurs puissent avoir justement des retours d'expérience et travailler
Et c'est une forme de sécurisation des personnes aussi, que leur médiateur travaille sur ces cas-là. Ces réunions d'analyse de pratique permettent un retour d'expérience. Chaque médiateur a la possibilité de revenir sur une médiation vécue afin de travailler et de s'améliorer dans la pratique de la médiation. Aborder aujourd'hui une récente comédiation dans le cadre d'une séparation. 2 personnes qui ont consulté préalablement leur avocat en fait. Et donc c'est sur le conseil de leur avocat qu'elles sont venues vers nous. Rapidement, le contexte, c'est un contexte à la fois entreprise et familial, puisque il s'agit d'un couple d'une trentaine d'années qui sont mariés à la ville, qui ont 2 enfants de 6 et 9 ans et qui professionnellement sont co-gérants d'un garage. 50-50. C'est important. 50-50, un contexte de séparation. D'accord. Et leur souhait à tous les deux est que les choses se passent bien et assez rapidement, plutôt que d'aller voir le juge. Les avocats ont estimé, et on pense que la médiation... Il y a des choses à faire en médiation. Il y a des choses à faire en médiation. Les entretiens individuels se sont bien passés. Et puis on a eu une première réunion plénière collective, donc en présence de monsieur, madame et de chacun leur avocat. D'accord. Ça se passait à peu près correctement et madame est sortie de ses gonds, très 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 en colère, a exprimé une colère assez vive qui moi personnellement m'a un petit peu déroutée. Donc là c'était bien d'être en comédiation. C'est-à-dire qu'elle l'a exprimé et puis après elle l'a vraiment exprimé physiquement. Voilà. La médiation est une véritable alternative aux tribunaux puisqu'elle permet de pacifier les conflits. Dans ce cas pratique, l'expression de la colère d'un des parties lors de la médiation s'est avérée déstabilisant. Une situation difficile à gérer mais qui fait partie du rôle du médiateur. Et donc on a un petit peu travaillé là-dessus pour comprendre que finalement c'était, passez-moi l'expression, du matériau, ça voulait dire quelque chose et que ça permettait justement de faire avancer la médiation là où elle croyait être complètement bloquée autour de cette colère. Ça lui a permis de débloquer sa médiation, de pouvoir aller de l'avant. Mais en réalité, elle n'était pas bloquée. Elle était bloquée dans sa tête. Être médiateur, c'est se positionner en tant que tiers, neutre, indépendant et impartial pour aider les parties en litige. Mais alors, quelles sont les qualités requises pour devenir un bon médiateur ? La qualité première, c'est d'avoir envie. Si vous n'avez pas l'envie, c'est pas la peine. Si vous n'aimez pas les gens, si vous ne croyez pas en la capacité de l'être humain à être responsable et à faire preuve d'intelligence relationnelle, effectivement, ne faites pas de médiation. La qualité d'un bon médiateur, il faut avoir certainement un souci de bienveillance à l'égard des autres, d'autrui. Il faut avoir le sens de l'écoute. Et il faut également avoir une dynamique, parce qu'une séance de médiation, ça repose sur la dynamique du médiateur. C'est une personne qui va amener les autres à cheminer et à arriver à leur solution. Ce sont les qualités principales que je vois. 4 nouveaux invités nous ont rejoints pour cette deuxième partie. La médiation, elle intervient dans plusieurs sphères de la vie professionnelle, de la vie privée. Et on va parler avec vous justement de cette sphère de la vie privée. Isabelle Sellerier, Benjamin Mézot, Claire Villeroux et Louis Gauthier. Bonjour à tous les 4. Alors Isabelle, on commence par vous si vous voulez bien. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on évoque la médiation au cœur de la sphère privée ? Alors, ce qui nous vient à l'idée spontanément, c'est la médiation familiale. Parce que c'est, je dirais, la plus développée. Et quand on dit médiation, sphère privée, c'est la réponse presque unanime qu'on va faire. Mais nous, ce qu'on sait dans la médiation, c'est que ça va bien au-delà de la médiation familiale. Ce sont en fait tous les litiges entre particuliers. Ça sera les troubles de voisinage. Ça sera les litiges entre un bailleur et un locataire. Ça sera les contrats entre particuliers. Vous achetez un véhicule d'occasion, il y a un souci. Donc, la médiation dans la sphère privée, ce n'est pas que la médiation familiale, c'est beaucoup plus étendu. Et je pense que chacun des médiateurs
ici sur le plateau pourra vous en parler, puisque chacun a plus une spécialité dans l'un de ces domaines. Et puis on va prendre des exemples après pour comprendre de quoi Exactement. il retourne. On va parler avec vous, Benjamin, de cette fameuse médiation dans le domaine familial. On le disait, c'est ce qui vient peut-être en premier à l'esprit. Qu'est-ce que ça implique exactement ? La médiation familiale recouvre énormément de domaines. C'est vrai qu'on va penser naturellement à la médiation dans le cadre d'une séparation d'un couple. Ça va être l'organisation de la résidence des enfants, des questions de pension alimentaire, ces choses-là. Mais ça va pouvoir être également le partage de leurs intérêts patrimoniaux, financiers. On peut penser aussi à la médiation entre des grands-parents qui ne pourraient plus avoir accès à leurs petits-enfants. Donc, on aura là une médiation entre grands-parents et parents pour essayer de trouver une solution. La médiation, elle peut être aussi dans le domaine des successions. C'est aussi la famille, la succession, la transmission du patrimoine. Voilà. Donc, on peut avoir effectivement là des médiations entre héritiers, entre frères et sœurs. Et c'est vrai que ça permet d'aborder, de dénouer des nœuds qui parfois sont très, très complexes quand il s'agit d'héritage. La médiation familiale, elle peut être à la fois conventionnelle et judiciaire. C'est-à-dire décidée par les parties ou ordonnée par un juge, en fait. Exactement. À cette petite... alors, il faut introduire quand même une nuance. La médiation conventionnelle, effectivement, comme vous l'avez très justement rappelé, ce sont les parties qui se donnent cette chance de parvenir à une solution. Quand on parle de médiation judiciaire en matière familiale, il faut savoir que le juge n'a pas le pouvoir de vous imposer d'aller en médiation familiale. Il a le pouvoir de vous inviter à... Tout est dans les nuances. C'est ça. A le pouvoir de vous inviter à rencontrer un médiateur qui va vous expliquer le processus de médiation et essayer de susciter l'intérêt des parties, évidemment. Et là, je voudrais peut-être qu'Isabelle apporte un petit complément sur la TMFPO. Vous allez nous expliquer ce sigle. C'est la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Et là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, il y a une antinomie entre médiation et obligatoire, et ce qui fait que peut-être c'est pas toujours très bien compris. Alors c'est un dispositif qui a été créé de façon expérimentale en septembre 2017, qui consiste à obliger les justiciables qui ont déjà une décision de justice et qui veulent en modifier, alors modification sur la résidence des enfants, ou la contribution alimentaire. Voilà, des modifications. Il y a des éléments qui justifient. Déjà été convenu. Tout à fait. Eh bien, on les oblige à une tentative de médiation familiale préalable. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le ticket d'accès au juge, c'est cette tentative de médiation familiale préalable. Ça a été expérimenté dans 11 juridictions. Alors, on connaît ça très bien à Rennes, puisque Rennes fait partie des 11 juridictions dans lesquelles ça a été expérimenté, d'abord pour une durée de 2 ans, qui a été prolongée. Et on a eu une information au mois de mars, sans que le texte soit encore paru, mais il va l'être, sur le fait que ça va être étendu à 84 tribunaux, donc la moitié des tribunaux judiciaires français. On parlait de médiation obligatoire, c'est le cas dans d'autres domaines, je crois, Claire Vie. Oui, tout à fait, Aurélie. C'est le cas dans d'autres domaines depuis peu, puisque c'est une loi du 23 mars 2019 qui a étendu à d'autres domaines cette médiation préalable obligatoire. Je pense notamment aux actions en paiement pour les sommes inférieures ou égales à 5 000 €, ou également un certain nombre d'actions qui peuvent être finalement la résultante d'un conflit de voisinage, l'action en bornage ou l'action, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre de l'abattage d'un arbre ou de l'élagage d'un arbre. Donc voilà, ça c'est typiquement des actions qui aujourd'hui doivent faire l'objet d'une médiation préalable. Et donc, de la même façon, sur ces sujets-là, on encourage également le recours à la médiation afin que les problématiques soient purgées avant la saisine du juge.
On parlait d'exemples tout à l'heure, on va en prendre 2 assez rapides, si vous voulez bien, Louis Gauthier, quand on parle effectivement des conflits entre propriétaires, locataires, conflits de voisinage. Les troubles de voisinage sont nombreux. Vous avez l'agression sonore, on pense tout de suite au voisin du dessus qui fait du bruit, mais vous avez des agressions visuelles également. Claire-Vie parlait de la branche d'arbre du voisin qui dépasse sur votre propriété. C'est obsessionnel. La personne qui ouvre sa fenêtre le matin ne voit que la branche. D'où l'intérêt de dégonfler le litige et d'avoir recours à la médiation. Mais ça peut être également des agressions olfactives. Je me souviens d'un dossier où une personne avait installé un poulailler en bordure de la propriété de l'autre. Poulailler plus clapier. Bon, il y avait... On en sourit, mais c'est vrai que vous disiez, c'est des situations qui peuvent s'envenimer. Et puis, il y a des agressions malveillantes dans les troubles de voisinage. Je me souviens d'un cas où le voisin balançait des projectiles sur la pelouse de l'autre. C'était des canettes de bière. Il avait même mis de la colle dans la serrure de la boîte aux lettres. Alors, voilà le genre. Ça peut parfois aller effectivement assez loin. Louis Gauthier, juste un mot sur ces conflits propriétaires-locataires. Alors propriétaire-locataire, on pense tout de suite... le locataire qui ne paye pas son loyer, le petit dossier... non, ça peut être dans la médiation également des dossiers très importants. Je me souviens d'un dossier d'une maison de santé qui abritait une centaine de résidents et qui était la propriété d'une fondation très connue en France. Et il y avait un problème de mise aux normes. Donc, il fallait... c'était une médiation conventionnelle, c'est-à-dire que les parties étaient venues me voir pour essayer de trouver un accord. Je dois dire que j'ai dû faire appel à un architecte parce que je ne suis pas compétent pour déterminer les travaux qui doivent être faits pour une mise aux normes et encore moins pour les chiffrer. Donc c'est ce qu'on appelle en médiation le recours au tiers sachant qui nous aide et qui, à partir de là, on peut trouver un accord entre le locataire et le propriétaire. Et en tout cas, on comprend que le champ est vraiment très vaste. Claire-Vie, je voulais qu'on termine peut-être là-dessus. C'est vrai que dans le cadre de la sphère privée, les liens qu'entretiennent les protagonistes, ils sont souvent ténus. Est-ce qu'il y a une approche particulière, du coup, pour les médiateurs et médiatrices ? Oui, alors effectivement, dans la sphère privée et de manière générale en médiation, c'est la possibilité pour les médiés, vous l'avez compris, d'exprimer en tous les cas leurs émotions. Et d'ailleurs, on va les inviter à le faire. Nous, de notre côté, pour accueillir et accompagner, accueillir ces émotions et puis accompagner les médiés dans cette démarche, il faut nécessairement qu'on soit bien à l'aise dans notre posture de médiateur. Marie-Noëlle disait tout à l'heure, un tiers neutre, indépendant et impartial, et il faut qu'on soit solide sur nos bases. Pour ce faire, c'est essentiel qu'on soit bien formé et qu'on maintienne nos compétences par les formations continues, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Le médiateur ne doit pas être seul, et c'est vrai que c'est essentiel dans l'exercice de cette activité de faire partie d'un collectif. Et de pratiquer cette comédiation dont on parlait aussi. Exactement, voilà, de partager avec nos pairs, de partager nos analyses de pratique et d'avoir recours à la comédiation. C'est aussi un outil important pour pouvoir accompagner au mieux les médias dans cette démarche. Merci à tous les quatre. Tout de suite, parce qu'on parle quand même de justice aussi depuis tout à l'heure, on va accueillir 2 femmes de justice pour compléter ce plateau dans le domaine de la sphère familiale. Valérie Moitrier, bonjour. Vous êtes juge aux affaires familiales de Rennes, et Christine Jarnigon, bonjour. Vous êtes, avocate. Alors, est-ce que, rapidement, toutes les deux, vous pouvez nous dire quel rapport vous entretenez avec le processus de la médiation ? Peut-être commencer avec vous, Valérie. Mais on l'a rappelé à l'instant, donc le juge aux affaires familiales peut être prescripteur de médiation en ce que, à l'occasion du procès, il perçoit qu'il y a des désaccords qui sont persistants, mais qu'il lui apparaît que les parties, assistées de leurs conseils, à l'aide d'un médiateur, vont pouvoir les solutionner eux-mêmes. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'un problème, il s'agit de donner aux parties la possibilité de reprendre la main sur ce qu'est leur vie, et c'est toujours souhaitable. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va soit ordonner une médiation avec l'accord des 2 parties, soit enjoindre, comme Benjamin Mézot l'indiquait, aux parties de rencontrer un médiateur qui va pouvoir leur expliquer le mérite de la démarche.
Et de votre positionnement d'avocate, Christine Jarnigon Alors pour moi, c'est une vraie évolution dans la manière dont je conçois la médiation. Pendant très très longtemps, ça a été au mieux une réserve, j'allais dire au pire du mépris. J'accueillais vraiment les choses avec une certitude que ça n'avait pas de sens et que on allait vers une juridiction, on allait débattre chacun des arguments de part et d'autre qui étaient les nôtres et au final, un magistrat arbitrerait entre deux thèses. Et puis, chemin faisant, au fond, et ce sont les réactions de personnes auprès desquelles je me suis trouvée être et pour lesquelles j'ai effectivement été devant un juge qui, au moment même où je leur tendais une décision en leur disant, je me souviens de cette femme assez âgée pour laquelle je m'étais battue et devant le magistrat du premier degré, puis devant la cour, et à laquelle je dis fièrement, vous savez, madame, on a tout gagné. Et j'ai vu cette femme face à moi, qui s'est effondrée en larmes, elle dit, vous n'avez pas compris, j'ai tout perdu. Et je crois que cette expérience-là a été, j'allais dire, le moment presque initiatique, le canal par le biais duquel je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à proposer, autre chose à faire, et que je ne savais pas faire. Donc je suis arrivée dans cette idée de médiation avec énormément de précautions, pour au fond me rendre compte que l'intérêt pour moi de la médiation est de permettre à la personne qui va avoir la chance d'y recourir de modifier le prisme par le biais duquel elle perçoit sa propre situation et la situation dans laquelle elle est engagée. Voilà. Donc vous diriez que la plus-value finalement pour un dossier, c'est de réintégrer de l'humanité aussi? Oui, c'est de réintégrer de l'humanité, c'est progressivement comprendre que l'autre peut avoir une pensée différente de soi. C'est faire un pas de côté, en quelque sorte. Je crois que lorsque on évoque la médiation avec un client, on ne peut pas lui dire « vous allez au bout du chemin mieux comprendre celui qui est aujourd'hui votre adversaire » parce que je crois qu'il n'y va pas si vous lui présentez les choses comme ça. Si vous lui dites au fond que vous allez être face à celui vers lequel vous avez des émotions extrêmement négatives et que vous allez enfin, de manière, j'allais dire, adaptée et dans une configuration très souhaitable, être amené à pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et là, les gens y vont. Et ça n'est que dans un second temps qu'ils conçoivent en effet que si leur parole peut être accueillie par l'autre via l'intervention du médiateur, qui fait les choses très très bien, eh bien l'autre va pouvoir également être entendu lui-même. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Valérie Moitrier, est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels vous préconisez vraiment cette médiation plus que dans d'autres? Est-ce qu'il y a des cas spécifiques? Oui, de façon très claire, lorsqu'il y a des accords d'ordre financier, j'ai envie de dire, on va pouvoir trancher sans trop de difficulté. Lorsqu'il y a des accords qui concernent les enfants avec une incapacité évidente à discuter, c'est absolument essentiel. En réalité, vous allez rendre une décision qu'on va qualifier de très belle et on sera passé à côté du problème parce qu'en réalité, les gens restent parents. Après la décision, il était déjà avant et cette incapacité de communiquer va générer d'autres conflits. C'est évident. Donc, dans ce cadre-là, il faut que la parole passe, il faut qu'à un moment donné, le lien se refasse. Ils restent parents, donc il faut leur dire, il va falloir apprendre à parler, apprendre à communiquer. Et donc c'est en ce sens que c'est un petit peu différent, la médiation familiale, c'est qu'au-delà du conflit, il y a aussi la nécessité de rester, le voisin, on peut l'oublier un peu, l'autre parent, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et ça va durer quelques années encore. Donc c'est ça l'intérêt, c'est restaurer le lien, la capacité à parler, à échanger. Est-ce que, on parlait de la tentative préalable de médiation, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une pratique qui est assez encouragée par les magistrats aujourd'hui? Alors, la tentative de médiation préalable, on est pilote, c'est la loi qui le dit, donc ça se fait. Voilà. Dans d'autres juridictions, j'ai été coordinatrice dans une autre juridiction, au Mans, on n'était pas pilote et pour autant, on le faisait aussi. C'est-à-dire qu'on recevait les dossiers, on les examinait et on se disait, tiens, dans ce dossier-là, ça vaut le coup. Parce qu'on voyait d'abord que les gens, à la différence de Rennes, n'étaient jamais allés devant le juge. Et on se disait, mais ils ne sont jamais allés devant le juge, ça ne me paraît pas très très compliqué. On va les envoyer vers un médiateur parce que c'est quand même très intéressant. Ils vont trouver eux-mêmes une solution dès le début et comprendre dès le début qu'on n'a peut-être pas besoin du juge. Je ne dis pas que le juge n'a pas envie de voir les justiciables, mais son cœur de métier, c'est de trancher les litiges qui sont réels et que les parties ne sont pas en capacité de solutionner elles-mêmes, vous voyez. Et c'est pour ça que moi, je suis très favorable à l'intervention des avocats au moment de la médiation et avant la médiation. Parce que l'avocat, il est éclairé, lui. Il sait si ça va être possible, ça ne va pas être possible. Et l'intervention de l'avocat, lorsqu'il est capable de mettre un peu de côté le combat,
C'est pas le cas de tous les avocats, mais lorsqu'il est capable de ça, c'est très intéressant. Juste une toute dernière question, parce que j'ai vraiment envie de vous la poser, même si on est très court en temps. Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui convaincre les parties qui soit ne connaissent pas vraiment ce processus de médiation, soit ne sont pas vraiment convaincus? Chacune une petite phrase rapide sur la question. Oui, oui, je crois que la réponse est oui. Il faut le faire d'abord parce que la justice ne va pas pouvoir répondre à toutes les attentes. Voilà. C'est très long, on l'a très bien dit tout à l'heure, c'est très long. Le juge va avoir peu de temps, il va appréhender une situation avec sérieux, mais dans un temps donné, et jamais toutes les choses qui doivent pouvoir se dire ne vont pouvoir se dire. Donc oui, il faut le faire. Pour moi, c'est important. Et il y a des cas où il ne faut pas du tout l'envisager, parce qu'il y a de la violence, parce que les parties sont en situation d'urgence particulière, et il ne faut certainement pas aller leur dire « vous avez l'obligation d'aller voir un médiateur ». Enfin, il faut être raisonnable. Il y a des cas où ce n'est pas envisageable, mais dans la plupart des cas, c'est souhaitable. Christine Jarnigon, très rapidement. Il faut convaincre vos clients. Alors, je n'aime pas le mot convaincre parce que ça suppose qu'on convainc un juge éventuellement ou qu'on convainc. Mais un client, non. Je crois qu'il faut simplement conduire la personne à s'interroger profondément sur ce qu'elle attend de ce procès. On se rend compte que dans un premier temps, elle veut que l'autre perde, elle veut gagner, elle veut obtenir. On pense à des choses effectivement de cet ordre-là. Puis dans un second temps, on se rend compte que si elle accepte de placer cet événement-là sur du moyen terme, voire du long terme, les paradigmes vont changer. C'est-à-dire qu'elle va véritablement souhaiter retrouver de la paix. Et elle le dit elle-même, la personne finit par vous le dire. Au bout de tout ça, je voudrais être tranquille. Et rien que le fait d'évoquer cette tranquillité, on peut l'amener sans avoir à la convaincre en lui disant il y a une faculté, il y a une possibilité qui vous est offerte, c'est vraiment un plus. Ne pensez-vous pas que... Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, mesdames. On l'a évoqué dans le domaine de la sphère privée, la médiation a aussi toute sa place au cœur de la vie professionnelle. Les avocats peuvent en être donc les prescripteurs. C'est de plus en plus le cas depuis quelques années. Rencontre avec maître Éric Marleau, qui est avocat spécialiste dans le droit des affaires. Éric Marleau est un avocat généraliste depuis plus de 20 ans. Membre du barreau de Rennes, il s'est spécialisé dans le droit du travail et la défense des salariés, mais aussi des PME. Au cours de ces dernières années, il a eu recours à la médiation pour une dizaine de dossiers. Pour moi, la médiation, elle présente un intérêt dans certains types de litiges, notamment en droit du travail, lorsque le contrat de travail se poursuit, puisqu'effectivement le litige se cristallise sur certains points de la relation de travail, et si les deux parties au litige doivent continuer à travailler ensemble, c'est important de restaurer le lien de confiance, ou en tout cas renouer le dialogue avec l'intervention d'un tiers qui ne soit pas l'avocat. Et donc l'espace de médiation, ça permet ça. Et parfois, le fait de restaurer le dialogue, de permettre un échange entre les parties en présence d'un tiers, donc un peu détaché et neutre, ça favorise une issue transactionnelle au dossier. Donc c'est dans ces hypothèses-là que je recours le plus souvent à la médiation. La médiation offre un temps d'échange entre les parties en litige, ce qui leur permet de s'exprimer librement sur leurs frustrations et leurs ressentis. Les parties sont amenées à trouver eux-mêmes leur solution. Une solution à l'amiable pour des conflits qui ne sont pas nécessairement juridiques. Il y a un dossier vraiment où on est parvenu à un accord alors que ça semblait difficile, voire inextricable. C'était une salariée que j'ai assistée. Elle était en conflit ouvert avec son employeur et avec ses collègues, mais je n'avais pas forcément perçu la source de son mal-être. Et c'est à l'occasion de la réunion de médiation, de la première rencontre entre les parties, qu'on a compris qu'en réalité, il y avait une impression, ou en tout cas un ressenti profond de ma cliente, d'un comportement sexiste de la part de ses collègues dont elle ne m'avait jamais parlé, qui induisait son comportement, qui n'avait pas été perçu par l'employeur et qui était déterminant dans la cristallisation du litige. En fait, et on a compris que c'était ça la source du problème. Habituellement en première ligne, dans le cadre d'une procédure, le rôle de l'avocat lors d'une médiation est d'être un accompagnateur, un appui pour son client. Ce n'était pas une procédure qu'on utilisait habituellement, c'est assez récent. C'est insufflé par le législateur, c'est insufflé aussi par les juges, et puis ça a modifié nos pratiques,
puisque en fait, on ne voyait pas forcément l'intérêt de la médiation jusqu'à présent, parce que c'est une fois qu'on la pratique qu'on se rend compte que ça peut vraiment apporter une plus-value et que ça peut permettre de dénouer des situations qui sont difficiles à résoudre amiablement en dehors de la présence d'un tiers et en dehors de cet espace de parole-là. La recherche d'une solution amiable à un litige est systématique avant d'engager une procédure. L'intérêt du client doit l'emporter sur l'intérêt propre de l'avocat. En ce sens, la médiation propose une alternative concrète dans la résolution de conflits. Si la phase judiciaire se révèle inéluctable, la médiation commencée aura néanmoins permis d'établir un certain dialogue et des échanges plus apaisés entre les parties. Et voilà, pour poursuivre sur ce thème de la médiation au cœur de la vie professionnelle, 4 nouveaux invités, tout comme on l'a évoqué pour la médiation dans la sphère privée. Dans quel domaine particulier la médiation de la vie professionnelle a-t-elle sa place ? Alors, il est important de dire que la médiation, elle ne peut pas forcément être exercée dans tous les domaines, en particulier quand une parole de droit doit être dite. Et ça, c'est le rôle du juge. Le médiateur ne peut pas dire le droit, bien entendu, c'est le rôle du juge. Et donc, Marilyn va compléter mon propos sur ce sujet. Oui, je vois à quoi tu fais allusion. Effectivement, il n'y a pas que des situations qui ne sont pas opportunes pour entamer des médiations. Il y a aussi des comportements qui doivent nous alerter, en fait. Je pense à des personnes qui sont sous emprise, voire avec des actes de violence antérieurs. Je crois qu'à ce moment-là, effectivement, la médiation n'est pas forcément ce qui est le plus approprié. D'autres comportements également qui peuvent être tout simplement des comportements addictifs, comme l'alcool ou la drogue, voire des troubles comportementaux. Donc ça a déjà été dit précédemment, nous ne sommes ni des juges ni des conciliateurs, mais encore moins des psychologues. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir le recul nécessaire pour conseiller plutôt les personnes qui s'adressent à nous vers d'autres modes d'accompagnement que celle de la médiation. Voilà, la médiation, comme vous le disiez, on parle des cas de figure où elle peut s'appliquer. Là, en l'occurrence, quelques petites réserves. Et Henri Noël, peut-être juste préciser sur les domaines de la vie professionnelle qui peuvent être concernés. Bien sûr, dans les domaines de la vie professionnelle, il y a autant de litiges dans la vie professionnelle qu'il peut y en avoir dans la vie personnelle, bien entendu. Et dans certains cas, il est nécessaire de maintenir ou de restaurer un lien qui serait, par exemple, abîmé, de maintenir un lien dans la durée. Je pense, par exemple, à une relation client-fournisseur, par exemple. Je pense à une relation entre associés qui s'est dégradée au fil du temps et qui est nécessaire de restaurer. J'ai un exemple tout simple. Par exemple, un père et un fils associés dans la même société qui ne s'entendent plus, et au point qu'il y a plusieurs instances judiciaires mises en œuvre, y compris devant le tribunal de commerce. Et là, on se demande vraiment ce que le tribunal de commerce vient faire entre un père et un fils. Et donc là, clairement, une médiation est à conseiller. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne de manière très pratico-pratique. Et c'est vous, Emmanuel Giovanni, qui allez nous éclairer. Comment intervient le médiateur en entreprise ? Alors, on peut schématiser quelques phases très simples. Il est d'abord désigné soit dans une clause contractuelle, soit par la volonté commune des parties. Et là, ils vont faire appel soit au centre de médiation 35, soit à un médiateur qu'ils ont peut-être connu par ailleurs. La deuxième phase, c'est effectivement la première prise de contact que le médiateur va faire avec les parties prenantes. Et peut-être des entretiens préalables préparatoires, tout simplement. Après, il va écrire une convention de médiation qu'il va soumettre effectivement aux parties, dans lequel il va écrire les modalités d'intervention, le coût de la médiation et puis un point important, la date de démarrage d'une médiation. Ensuite, le processus suivra son cours sous le cadrage et la structuration du médiateur. Là, les réunions peuvent être libres, le processus est assez ouvert, soit ça peut être des entretiens séparés individuels, soit ensuite des réunions collectives. Et puis au terme, soit il y a un résultat, soit il n'y en a pas. Donc un résultat, c'est plutôt un succès qui sera accouché dans un protocole d'accord, ou alors s'il y a un insuccès, un échec, qui ne sera peut-être pas forcément un échec, les parties reprennent le cours de ce qu'elles peuvent faire avec leurs différends, soit une voie judiciaire, soit d'autres situations, d'autres solutions. Bon. Elles se sont reparlées en tout cas. Le but du médiateur, c'est d'abord de faire renouer le dialogue. C'est son premier acte, ce qu'il va essayer de faire d'abord, et non pas chercher la solution tout de suite. Alors, on a parlé de la sphère de l'entreprise privée, mais il y a aussi des collectivités locales, territoriales, qui ont besoin de faire appel à la médiation. Et à cet effet, nous sommes allés interviewer Pierre Breteau, qui est président des maires d'Ille-et-Vilaine. On l'écoute.
Alors, ma vision de la médiation, merci pour cette question. Une vision à la fois utile et concrète. Concrète parce que le maire, en fait, est à la croisée souvent de conflits. En fait, de conflits de voisinage, d'incompréhensions beaucoup, qui peuvent se loger entre les habitants ou entre des élus et des salariés de la mairie, ça peut arriver aussi. Voilà, donc le maire, c'est parfois souvent le premier rempart de ces conflits. Et très utile parce que ça évite, en fait, l'escalade. Ça peut éviter l'escalade, ça peut éviter la judiciarisation inutile d'un certain nombre de conflits qui sont en fait souvent des conflits liés à l'incompréhension du parti de l'autre. J'avais en tête cette citation que je ne cherche pas tant à comprendre qu'à être compris. Et tout l'enjeu de la médiation, à mon avis, c'est ça. Donc, de remettre un tiers neutre qui cherche à remettre les parties entre elles, à se comprendre d'abord, pour finalement ensuite, ensemble, trouver une solution sur laquelle ils sont d'accord. Et donc, pour un maire, en fait, malgré tout, ça s'apprend. C'est un métier, ou en tout cas, c'est une formation. Un maire ne sait pas faire ça naturellement, parfois on le fait un peu comme Prévert. Mais de fait, recourir à des médiateurs, c'est à la fois de remettre du dialogue dans des situations de conflit, de chercher une solution et d'éviter parfois une escalade qui serait très préjudiciable à la qualité collective de vie. Il nous est arrivé de faire appel à des médiateurs, par exemple, assez souvent sur des conflits de voisinage. Ma clôture qui fait 15 cm de trop, le chêne que je ne taille pas, etc., etc. Donc des choses qui sont en fait à la base presque anecdotiques et qui très vite en fait peuvent se terminer chez le juge par des violences parfois de voisinage, par des dégradations. Donc bien sûr tout ce qui peut éviter de conduire à la judiciarisation de petits conflits est à valeur ajoutée. C'est d'abord à valeur ajoutée pour les personnes elles-mêmes. C'est à valeur ajoutée pour la commune parce que ça contribue finalement au bien-être collectif. Et par ailleurs, c'est à valeur ajoutée pour la République elle-même parce que ça évite finalement de recourir à l'institution judiciaire là où finalement on pourrait facilement s'en passer. Voilà, alors là, Pierre Breteau évoque un des aspects, on va dire, de ce qui peut arriver au sein d'une collectivité. Marie-Line Bourges-Bonnat, vous avez, vous, des compléments à apporter par rapport à cet éclairage de Pierre Breteau? Oui, effectivement, il a évoqué rapidement les conflits qui peuvent survenir entre la municipalité et les salariés de la commune. Donc les salariés de la commune, c'est les fonctionnaires ou les agents publics contractuels, agents qu'on peut trouver dans toutes les administrations, que ce soit les communes, les départements, les préfectures ou les hôpitaux. Et ces fonctionnaires peuvent être confrontés aux mêmes difficultés que les salariés d'une entreprise. Une mésentente au sein d'un service, une mésentente avec un chef de service ou un chef de service qui est amené à prendre des décisions qui sont difficiles et qui sont incomprises. Et on peut aboutir assez fréquemment à des ruptures de dialogue. Alors, ces ruptures de dialogue peuvent aboutir parfois à des arrêts maladie, parfois à des mutations et parfois à des contentieux, tout simplement. Et donc, la médiation a toute sa part et a un rôle très important puisqu'elle permet, là encore, de renouer le dialogue, de permettre aux personnes de se parler. Et comme le soulignait aussi Éric Marleau dans son reportage, dès lors qu'est en jeu la poursuite de la relation, eh bien, la médiation a toute sa place puisqu'elle permet aussi d'apporter des solutions que le juge ne peut pas apporter. La médiation, c'est aussi une très forte créativité. C'est-à-dire que les personnes construisent leurs solutions et pensent à des choses qui n'auraient jamais pu être discutées devant un juge. Donc c'est à la fois de la créativité et à la fois de la responsabilisation. On l'a beaucoup évoqué aujourd'hui aussi, c'est que les personnes puissent prendre toute la part qu'elles ont à prendre dans la situation qui les concerne personnellement et qu'elles ne se reportent pas sur un juge qui bien souvent ne rendra pas une solution qui pourra les satisfaire vraiment. Eh bien justement, on va en entendre un tout de suite de juge puisqu'il s'agit du partenaire qui va venir compléter ce troisième plateau. Je vais demander à Benoît Hollot de venir nous retrouver. Benoît Hollot, vous êtes magistrat, président de la 7e chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes et coordonnateur et référent médiation pour le pôle social. On va essayer de comprendre avec vous l'intérêt pour un magistrat de prescrire ou de recourir à la médiation. Vous, ça fait plus de 10 ans que vous la recommandez. Expliquez-nous pourquoi. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles l'application stricte et mécanique du droit ne va pas apaiser les parties qui sont impliquées dans un conflit. Oui, Marie-Line le disait. On disait tout à l'heure. Bien au contraire, sachant que le juge va trancher un litige,
Il y a également la part d'aléatoire inhérente à toute décision de justice. Le juge va trancher un litige, il va donner raison à une des parties, tort à l'autre, totalement ou partiellement, et ça risque de ne pas être pleinement satisfaisant. Certes, on aura traité le litige, mais on n'aura pas forcément réglé le conflit, qui est beaucoup plus large que la notion de litige. Oui, Henri Noël parlait de dire le droit. C'est vrai que vous, c'est vraiment votre rôle. Tout à l'heure, la juge Valérie Moitrier, dans le cadre de la médiation familiale, nous expliquait un peu quels étaient les avantages de cette médiation. Vous, par rapport à ce monde de l'entreprise, quels sont les avantages que vous y voyez? Alors, actuellement, à la 7e chambre sociale, on développe la médiation dans le cadre de la procédure d'instruction préparatoire des affaires avant leur fixation à l'audience. On a mis ça en place à la 7e chambre en mai dernier, donc on a assez peu encore de recul pour dresser un bilan que l'on fera en fin d'année. Mais je pourrais vous dire que c'est quand même perfectible, puisqu'il faut quand même un peu pousser les conseils à penser médiation à ce stade-là. C'est important parce qu'entre la date où nous sommes saisis par une déclaration d'appel et la date d'audience, c'est malheureux à dire, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, donc de toute façon, les parties n'ont rien à perdre. Commencer ce travail dès la saisine du juge d'appel au stade de l'instruction préparatoire, c'est-à-dire la procédure de mise en état. Mais ça, c'est encore expérimental. On verra ça, pour avoir les résultats d'ici 1 an ou 2. Le gros du travail de la Chambre et de mes collègues, c'est développer la médiation à l'audience. Donc, les affaires arrivent, on écoute les plaidoiries, et il y a une première étape qui est la sélection des affaires. Quelle affaire est éligible à la médiation, les critères de sélection. Il n'y a pas de boîte à outils et de recettes miracles. Il y a beaucoup d'expérience, de pragmatisme, de sensibilité. Moi, je dirais que dans les critères de sélection, tout s'y prête, sauf pas grand-chose, en fait. Les affaires dans lesquelles une solution du pur droit est recherchée à une question de principe, mais par exemple, une question d'interprétation d'une convention collective, et on sait que dans cette affaire-là, derrière, il y a d'autres dossiers qui attendent. Et effectivement, notre décision est importante. Les affaires peut-être dans lesquelles une entreprise est en liquidation judiciaire, ça se prête assez peu, mais sinon, tout le reste s'y prête. Comment on peut accompagner une montée en puissance du dispositif? Vous dites que c'est effectivement pas encore forcément systématique, alors pas forcément souhaitable d'ailleurs que ce soit systématique, mais est-ce qu'on peut accompagner cette montée en puissance? Alors, paradoxalement, c'est vrai que la médiation judiciaire est inscrite dans notre droit positif depuis une loi de mémoire février 1995. Ça fait un peu de temps. Bon, alors il y a eu effectivement après tout un arsenal législatif, mais c'est depuis 1995 que l'on a lancé, que le législateur s'est intéressé à ce mode amiable de règlement. Alors, différents litiges, conflits, peu importe. Moi, je dirais que pour que ça fonctionne, c'est un peu l'alignement des planètes. Il faut un bon dossier, avec donc une sélection fine, basée sur l'expérience, un juge qui y croit, parce que si le juge n'y croit pas, on n'ira pas très très loin. Des parties qui ont bien conscience des enjeux et qui pourront dire oui, j'y vais pas, après avoir reçu une information sur la médiation dispensée par le médiateur. Et puis des avocats, des conseils qui effectivement accompagnent leurs clients et qui comprennent tout l'intérêt que leurs clients ont à explorer cette voie. Voilà, après, il y a un travail de persuasion auprès des avocats, et on le fait souvent. À nos audiences, ça commence par un exposé liminaire sur la médiation. J'essaye qui change selon les audiences, mais j'essaye de sensibiliser les gens qui sont à nos audiences sur le sujet. Et puis, il y a également, je pense aussi, un travail de persuasion renforcé auprès des magistrats, auprès des juges, parce qu'il y a encore, effectivement, premiers concernés qui peuvent, on le disait, prescripteurs de médiation. Un juge qui y croit, donc un juge qui connaisse,
qui sachent de quoi, il retourne. Cette médiation est faite. Merci beaucoup, Benoît Holleaux. Alors, on l'a compris, hein, cet alignement des planètes, il en faut pas mal des planètes pour que ça rentre dans les cases. Mais en tout cas, cette émission participe aussi à la démocratisation de cette pratique de médiation. Cela fait bientôt 1 heure que nous sommes ensemble. Nous allons conclure cette émission. Je vais demander à Marie-Noëlle Meunier, coprésidente du CMR 35, de venir nous rejoindre. Marie-Noëlle Meunier, on posait la question en début d'émission, et si la médiation était la solution, finalement, on a peut-être démontré par A plus B que c'était bien souvent le cas. Et oui, effectivement, vous avez raison, c'est la solution. Et ce qu'on disait tout à l'heure, dans 75% des situations qui arrivent en médiation, il y a un accord qui est trouvé. Et je dirais que de toute façon, je pense qu'on l'a bien compris cet après-midi, dans 100% des situations, les personnes se sont entendues, se sont écoutées, et donc la relation est apaisée. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas, vous ne risquez rien à envisager une médiation, vous aurez une solution rapide, une solution qui vous convient, et de toute façon, vous aurez une relation améliorée. Voilà, le message est passé. On va vous remercier, Marie-Noëlle Meunier, ainsi que tous les médiateurs et médiatrices du CMR 35 à qui on va demander de nous rejoindre sur ce plateau. Allez, venez pour terminer cette émission, si vous voulez bien. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On espère vous en avoir appris davantage sur la médiation. Moi, je vous dis à très bientôt sur les antennes de TVR.